Pendant que j'étais au travail, mes parents ont vidé la chambre de mes filles pour la donner à leur petit-fils, parfait. En les voyant en larmes dans la cave, je leur ai dit de tout emballer. Ils ne s'attendaient pas à ce qui allait suivre. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Chloé, j'ai 42 ans. Il y a 2 ans, ma vie a basculé. La vie que j'avais mis des années à construire avec mon mari, Marc, s'est effondrée en une seule nuit, le temps d'un accident de voiture stupide sur une route de campagne verglacée. Il était mon pilier, mon meilleur ami, le père de mes 2 filles. Sa mort nous a laissés dévastés, non seulement par le chagrin, mais aussi par une réalité financière brutale que je n'avais jamais anticipée. Marc était architecte, ses revenus confortables nous permettaient de vivre dans un bel appartement à Lyon et de m'offrir le luxe de travailler à temps partiel comme professeur d'histoire-géographie, un métier que j'adorais mais qui n'était pas particulièrement lucratif. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule, avec 2 adolescentes à élever et un prêt immobilier qui ressemblait à une montagne insurmontable. La décision de vendre l'appartement a été un déchirement, un second deuil. Chaque objet que nous emballions était un souvenir de Marc, de notre vie à 4. Mes parents, Martine et Bernard, ont alors proposé ce qui semblait être la seule solution viable, venir nous installer chez eux, dans la grande maison familiale de mon enfance, à une 30aine de kilomètres de Lyon. Juste le temps que tu te remettes sur pied, ma chérie, avait dit ma mère avec une tendresse que je n'avais pas entendue depuis des années. Mon père, lui, avait simplement hoché la tête, un geste qui, chez lui, valait approbation. J'ai accepté, la gorge nouée par la gratitude et une appréhension que je m'efforçais d'ignorer. Nos relations avaient toujours été compliquées. J'étais l'aînée, la fille sérieuse, celle qui avait suivi le chemin tout tracé, de bonnes études, un mariage stable, un travail respectable. Mon frère cadet, Julien, était tout mon contraire. Il était le fils en or, le « golden boy », charismatique et un peu rebelle à qui on pardonnait tout. Ses études chaotiques, ses projets professionnels hasardeux financés par nos parents, tout était excusé par son charme et sa capacité à retomber sur ses pattes. Aujourd'hui, il était consultant pour une grande entreprise à Paris, gagnait une fortune et ne manquait jamais une occasion de nous le rappeler. Ce favoritisme était si ancré dans notre dynamique familiale que j'avais fini par ne plus le voir, comme on s'habitue au bruit de fond d'une vieille horloge. Mes filles, Léa et Manon, ont vécu ce déménagement comme un exil. À 14 ans, Léa, avec son esprit vif et son besoin d'indépendance, suffoquait à l'idée de partager son espace et de devoir rendre des comptes à ses grands-parents. Elle était en pleine adolescence, une période où chaque porte fermée est une déclaration d'autonomie, et nous allions vivre dans une maison où les portes n'étaient jamais vraiment closes. Manon, à 11 ans, était plus fragile. Sensible et asthmatique, elle ressentait les tensions sous-jacentes avec une acuité douloureuse. Elle s'accrochait à moi, ses grands yeux cherchant une assurance que j'avais du mal à lui donner. Pour nous 3, nous avions hérité de mon ancienne chambre d'enfant, au 1er étage. C'était une grande pièce, assez spacieuse pour y installer 3 lits et nos bureaux, mais c'était surtout un sanctuaire. Les murs étaient encore peints du lilas que j'avais choisi à 16 ans. Sur une étagère, quelques-uns de mes vieux livres côtoyaient désormais les mangas de Léa et les romans d'aventure de Manon. C'était notre île, notre forteresse contre le reste de la maison. C'était le seul endroit où nous pouvions respirer, où les fantômes de notre ancienne vie et les tensions de la nouvelle semblaient s'apaiser. Je me souviens m'être dit, en défaisant le dernier carton, que nous pouvions y arriver. C'était temporaire. 1 an, peut-être 2, le temps d'économiser assez pour retrouver notre indépendance. Je m'accrochais à cette idée comme à une bouée de sauvetage, ignorant que le courant nous entraînait déjà vers des eaux bien plus dangereuses. Notre fragile équilibre a tenu 6 mois. 6 mois de cohabitation tendue mais gérable, où les petites piques de ma mère sur mon laxisme éducatif et les soupirs exaspérés de mon père devant les factures étaient compensés par la sécurité d'un toit. Je travaillais désormais à temps plein dans un collège voisin, enchaînant les heures pour mettre de l'argent de côté. Le soir, je m'enfermais avec mes filles dans notre chambre sanctuaire, les aidant avec leurs devoirs, écoutant les derniers potins du collège de Léa ou lisant une histoire à Manon. Nous vivions en apnée, en attendant de pouvoir remonter à la surface.
Puis, un dimanche de printemps, la bombe a été lâchée. Julien et sa femme, Sophie, sont arrivés de Paris pour le déjeuner. Sophie, toujours impeccablement vêtue, portait leur fils de 6 mois, Léo, comme un accessoire de luxe. Julien, lui, arborait ce sourire suffisant qui me donnait envie de lui effacer du visage. Autour du gigot d'agneau dominical, ils ont fait leur grande annonce. On a une super nouvelle, a commencé Julien en posant sa main sur celle de Sophie. On a vendu l'appartement à Paris. On a trouvé la maison de nos rêves près d'Aix-en-Provence. Le truc, c'est que les travaux vont prendre du temps, au moins 6 ou 8 mois. Il a marqué une pause, savourant son effet. Ma mère s'est penchée en avant, les yeux brillants d'anticipation. Et donc, a poursuivi Sophie avec une voix qu'elle voulait douce, on s'est dit que le mieux, pour Léo, ce serait de venir s'installer ici en attendant. Pour qu'il puisse profiter de ses grands-parents. Le silence qui a suivi a été assourdissant. J'ai regardé mes parents. Le visage de ma mère s'est illuminé comme si on venait de lui annoncer qu'elle avait gagné au loto. Mon père, d'habitude si renfrogné, a esquissé un large sourire. Mais c'est une idée merveilleuse, s'est exclamée ma mère. Bien sûr que vous allez rester ici. Il y a plein de place. J'ai senti le regard de Léa sur moi, un mélange de panique et de colère. J'ai tenté une intervention timide. La chambre d'amis est déjà prise par, enfin, elle sert de bureau à papa. Et avec nous 3, la maison est déjà bien remplie. Ma mère m'a lancé un regard glacial, celui qui signifiait « ne gâche pas ce moment ». On trouve toujours de la place pour la famille, Chloé. Vous vous serrez un peu. Ce n'est que pour quelques mois. Vous vous serrez un peu. La phrase a résonné dans ma tête. C'était nous, bien sûr, qui devions nous serrer. Pas Julien, le fils prodigue, ni sa femme, ni leur petit prince. Leur arrivée, la semaine suivante, ressemblait à un débarquement royal. Ils n'avaient pas une voiture, mais 2, pleines à craquer de cartons, de valises de marque et d'un attirail de puériculture qui aurait pu équiper une crèche entière. Mon père a immédiatement vidé son bureau, son antre sacré, pour en faire une chambre pour eux, déplaçant ses dossiers et son vieil ordinateur dans un coin du salon. Ma mère a passé 2 jours à nettoyer et à préparer la pièce, installant un berceau à barreaux hors de prix que Julien avait commandé sur Internet. Le contraste avec notre propre arrivée était saisissant. Quand nous étions arrivés, nous avions dû nous débrouiller seuls pour monter nos meubles en kit, sous le regard critique de mon père. Là, il aidait Julien à porter les cartons les plus lourds, le sourire aux lèvres. Dès les premiers jours, les règles de la maison ont changé. Le silence est devenu la norme. Chut, Léodore, était la phrase que mes filles entendaient à longueur de journée, qu'elles fassent leurs devoirs, écoutent de la musique avec des écouteurs ou discutent simplement dans le couloir. Leurs quelques affaires qui traînaient dans le salon, une paire de baskets, un livre, étaient immédiatement qualifiés de « désordre » et relégués dans notre chambre. En revanche, le tapis d'éveil de Léo, sa chaise haute et son parc occupaient désormais la moitié de l'espace de vie, formant un territoire interdit pour mes filles. Un après-midi, en rentrant du travail, j'ai croisé notre voisine, Madame Dubois, une veuve de 80 ans qui vivait là depuis toujours. Elle taillait ses rosiers avec une lenteur méticuleuse. Alors, Chloé, la maison est bien animée en ce moment, m'a-t-elle lancé, ses petits yeux vifs pétillants de curiosité. On peut dire ça, Madame Dubois, ai-je répondu avec un sourire forcé. Elle a posé son sécateur et m'a regardé par-dessus ses lunettes. J'ai vu la belle voiture de votre frère. Il a bien réussi, ce petit. Mais ça fait beaucoup de monde sous un même toit. Surtout pour vos filles. Son ton était neutre, mais j'ai senti une pointe de sympathie dans sa voix. Elle avait tout vu, tout compris. Elle était le cœur antique de notre petite tragédie de banlieue. En rentrant, j'ai trouvé Manon confinée dans notre chambre. Mamie a dit que je faisais trop de bruit en marchant dans le couloir, m'a-t-elle murmuré. J'ai serré les poings. La guerre de territoire avait commencé, et je sentais que nous étions en train de la perdre. Les semaines qui ont suivi l'installation de Julien et Sophie se sont transformées en une lente descente aux enfers, pavée de micro-agressions quotidiennes. Chaque jour apportait son lot d'humiliations subtiles, de remarques blessantes déguisées en conseils bienveillants. Ma mère, Martine, était passée maître dans cet article. Elle critiquait tout,
ma façon d'éduquer mes filles jugée trop moderne, les vêtements de Léa, un peu trop sombres à son goût, ou la maladresse de Manon qui avait osé renverser un verre d'eau. À son âge, tu étais bien plus soigneuse, avait-elle soupiré, comme si la maladresse était une tare génétique que je lui avais transmise. L'espace vital se réduisait comme une peau de chagrin. Sophie, se sentant chez elle, avait entrepris de réorganiser la cuisine. Un matin, j'ai découvert que le pot de confiture à l'abricot que j'avais acheté en promotion avait disparu du placard. Oh, ça, m'a-t-elle dit d'un air détaché en me voyant chercher. Je l'ai jeté. Il y a tellement de sucre dans ces produits bas de gamme. J'ai acheté une confiture bio, bien meilleure pour Léo. Elle n'avait pas demandé, elle avait décidé. Ma contribution au budget des courses, que je versais scrupuleusement chaque mois, ne me donnait apparemment pas le droit de choisir la marque de ma confiture. Julien, de son côté, agissait en véritable pacha. Il monopolisait le salon pour ses visios professionnels, exigeant un silence de cathédrale, puis invitait ses amis pour des apéritifs bruyants le soir, laissant derrière lui un champ de bataille de verres vides et de bols de chips que ma mère s'empressait de nettoyer, rayonnante de fierté. « Mon fils a tellement de relations, disait-elle. Un soir, n'en pouvant plus, j'ai appelé ma meilleure amie, Aline. Elle était ma collègue d'histoire géo, une femme franche et loyale qui me connaissait par cœur. Je lui ai tout déballé, la voix tremblante de rage contenue. Non mais j'hallucine, a-t-elle explosé à l'autre bout du fil. Il te traite comme une domestique, Chloé. Et tes parents laissent faire? Pire, ils encouragent ça. Ils ne voient que Julien et son fils. C'est comme si nous étions devenues transparentes. Fais attention, Chloé, m'a-t-elle prévenue, son ton soudainement grave. Des gens comme ça, quand ils te prennent un doigt, ils finissent par te prendre le bras entier. Ne les laisse pas faire. Sa phrase a fait écho en moi. Elle avait raison. Chaque jour, je cédais un peu plus de terrain, je ravalais une remarque de plus, dans l'espoir de préserver une paix qui n'existait déjà plus. La situation a pris une tournure plus inquiétante lorsque la santé de Manon a commencé à se détériorer. La grande maison de mes parents, une vieille bâtisse en pierre, était pleine de charme mais aussi d'humidité. Depuis l'arrivée de l'automne, Manon toussait de plus en plus, et sa respiration devenait sifflante la nuit. Son asthme, d'habitude bien contrôlé, revenait en force. Une nuit, je l'ai entendue suffoquer. Je me suis précipitée à son chevet, mon cœur battant la chamade. Elle était assise dans son lit, luttant pour chaque bouffée d'air. Je lui ai donné sa ventoline, la tenant serrée contre moi jusqu'à ce que la crise se calme. Le lendemain matin, à la table du petit déjeuner, j'ai abordé le sujet avec mes parents. Je suis inquiète pour Manon. L'humidité de la maison aggrave son asthme. Il faudrait peut-être acheter un déshumidificateur pour notre chambre. Mon père a levé les yeux de son journal, l'air agacé. Cette maison n'a jamais rendu personne malade. On ne va pas commencer à faire des frais pour des caprices. Ce n'est pas un caprice, papa, c'est sa santé. C'est ma mère qui a eu le mot de la fin, avec une cruauté désinvolte qui m'a glacée. C'est de la comédie pour attirer l'attention. Elle voit bien que tout le monde ne s'occupe que de Léo, alors elle fait son intéressante. Je suis restée sans voix, la cuillère suspendue au-dessus de mon bol de café. Il ne la croyait pas. Il réduisait la peur et la souffrance de ma fille à un simple caprice, à une crise de jalousie. Ce matin-là, en regardant les visages fermés de mes parents, j'ai compris que le danger n'était pas seulement moral, il était devenu physique. Il ne nous prenait pas seulement notre espace, il nous prenait notre légitimité, jusqu'à nier la réalité de la maladie de ma propre enfant. Le bras entier, avait dit Aline. Ils étaient en train de le prendre. Le point de non-retour a été atteint lors d'un de ces dîners de famille que ma mère affectionnait tant, une sorte de mise en scène de son bonheur familial parfait. Ce soir-là, elle avait invité ma tante Isabelle, la sœur de mon père. Tante Isabelle était une femme douce et discrète, qui m'avait toujours témoigné une affection sincère, mais qui vivait dans l'ombre de son frère aîné et n'osait jamais le contredire. Dès l'apéritif, la conversation a tourné, comme toujours, autour du seul et unique sujet digne d'intérêt, le petit Léo. Assis dans sa chaise au dernier cri, il était le roi de la fête. Vous avez vu, s'est extasiée ma mère en tendant un morceau de pain à son petit-fils. Il a presque attrapé la cuillère tout seul.
C'est incroyable à son âge. Le pédiatre a dit qu'il était très en avance sur le plan moteur. Mon père a renchéri, le torse bombé de fierté. C'est un battant. Il a ça dans le sang. Comme son père. Julien et Sophie buvaient du petit lait, ajoutant leurs propres anecdotes sur les « prodiges » de leur fils. Ils gazouillaient d'une façon particulièrement intelligente, ils suivaient les gens du regard avec une intensité remarquable. On aurait dit qu'ils parlaient de la réincarnation d'Einstein. Pendant ce temps, Léa et Manon mangeaient en silence, s'efforçant de se faire les plus petites possibles. J'essayais d'intercepter leurs regards, de leur envoyer un sourire de soutien, mais je sentais leur malaise grandir. La glorification incessante de leur cousin était une négation implicite de leur propre existence. Puis, mon père a porté le coup de grâce. Se tournant vers Julien, il a dit d'une voix forte pour que toute la table entende, au moins, avec Léo, on sait que le nom de la famille sera porté haut. Il a le potentiel pour faire de grandes choses, pas comme d'autres qui se contentent d'un petit poste de fonctionnaire. Le sous-entendu était si clair, si brutal, que j'en ai eu le souffle coupé. Il parlait de moi. De ma vie ordinaire. Léa, à côté de moi, a posé sa fourchette. Je l'ai vu serrer les mâchoires. C'est sûr qu'il ne risque pas de devenir prof d'histoire, a-t-elle lâché d'une voix faussement légère. C'est pas assez payé pour s'acheter une villa à Aix. Le silence est tombé, lourd et glacial. Mon père a fusillé ma fille du regard. Léa, ça suffit, a-t-il tonné. Je t'interdis de parler sur ce ton à ton oncle. Je n'ai rien dit de mal, a rétorqué Léa, le courage de ses 14 ans brillant dans ses yeux. C'est la vérité. Tu ferais mieux de prendre exemple sur ton oncle, au lieu de traîner avec tes amis inutiles, a hurlé mon père, le visage rouge de colère. Lui, au moins, il réussit sa vie. Toi, tu files un mauvais coton. J'ai senti les larmes monter. Il ne s'en prenait plus seulement à moi, mais à ma fille, à ses amis, à ses choix. Papa, arrête, suis-je intervenue, la voix tremblante. Léa n'a rien fait de mal. Tu ne peux pas lui parler comme ça. Toi, ne t'en mêle pas, a-t-il aboyé. C'est ton éducation laxiste qui la rend insolente. C'est alors que ma mère, qui était restée silencieuse, a porté l'estocade. Elle a posé sa main sur le bras de mon père, un geste faussement apaisant, et m'a regardé avec une pitié feinte. Chloé, mon chéri, calme-toi, a-t-elle dit d'une voix douce et venimeuse. Tu as toujours été jalouse de ton frère. Le deuil te rend amère. Jalousie. Amertume. Le deuil. Elle avait utilisé mes blessures les plus profondes comme des armes, les retournant contre moi devant toute la famille. Elle venait de me poignarder en plein cœur, avec le sourire. J'étais anéantie, incapable de répondre. J'ai baissé les yeux sur mon assiette, voyant les haricots verts à travers un brouillard de larmes. J'ai senti une main se poser brièvement sur la mienne sous la table. C'était tante Isabelle. Son contact était fugace, presque imperceptible, mais chargé d'une solidarité muette. Plus tard dans la soirée, alors que j'aidais à débarrasser la table dans la cuisine, tante Isabelle m'a rejointe. Elle évitait mon regard, frottant une assiette avec une énergie désespérée. « Pardonne-nous, ma chérie, a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. Ton père, il n'est plus le même depuis que Julien a de l'argent. Il est aveuglé. » Elle n'a rien dit de plus, mais ces mots ont confirmé ce que je savais déjà. L'argent de mon frère n'avait pas seulement acheté une villa, il avait acheté l'amour et l'admiration inconditionnelle de mes parents. Un amour dont mes filles et moi étions désormais exclus. Ce soir-là, la rupture n'était plus une fissure, c'était un gouffre béant. Après le dîner de la discorde, quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être, au contraire, quelque chose s'est solidifié. La tristesse et le sentiment d'injustice ont laissé place à une colère froide et déterminée. En montant me coucher, j'ai croisé mon reflet dans le miroir du couloir. J'ai vu une femme de 42 ans, le visage fatigué, les yeux cernés, mais au fond de son regard, une lueur nouvelle. La lueur de celle qui a compris qu'elle ne pouvait plus attendre d'aide de personne. Si nous voulions nous en sortir, ce serait par mes propres moyens. La victime devait laisser place à la combattante. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Tandis que Léa et Manon dormaient d'un sommeil agité,
j'ai allumé la petite lampe de mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le mot « partir » clignotait en néon dans mon esprit. Ce n'était plus une option, c'était une nécessité vitale. J'ai commencé par faire ce qu'une personne pragmatique ferait, un état des lieux de mes finances. J'ai ouvert mes relevés de compte, créé un tableau Excel, listé mes revenus, mes dépenses. J'avais réussi à mettre de côté près de 5 000 € en 2 ans. Ce n'était pas une fortune, mais c'était une base. Un début. Ensuite, j'ai ouvert les sites d'annonces immobilières. Les loyers dans la région lyonnaise étaient exorbitants. Chaque annonce pour un T3 décent me semblait être une porte fermée au nez. Le découragement a pointé le bout de son nez, mais je l'ai repoussé. Je passais d'annonce en annonce, calculant, recalculant, cherchant la perle rare, l'appartement qui pourrait nous accueillir. La nuit s'est écoulée ainsi, dans le silence de la maison endormie, seulement troublée par le cliquetis de mon clavier et le bruit de mon propre cœur qui battait un rythme de rébellion. Quelques jours plus tard, un événement inattendu a soufflé une bouffée d'air frais dans mon atmosphère confinée. C'était la réunion parents-professeurs au collège. Alors que j'attendais mon tour, j'ai croisé Cédric, le père d'un de mes élèves de 4e. C'était un homme discret, que j'avais déjà remarqué pour l'intérêt sincère qu'il portait à la scolarité de son fils. Il était paysagiste, souvent vêtu de vêtements de travail, les mains un peu sales, mais avec un sourire chaleureux. « Bonsoir Madame Fournier » m'a-t-il dit. « J'espère que mon Léo ne vous cause pas trop de soucis. »« Pas du tout, c'est un élève très agréable » ai-je répondu. Nous avons discuté quelques minutes. Il m'a appris qu'il était lui aussi parent solo, élevant seul son fils depuis plusieurs années. Il y avait dans sa façon de parler de son quotidien, de ses difficultés et de ses joies, une simplicité et une honnêteté qui m'ont touché. Il ne se plaignait pas, il constatait. C'était une conversation normale, entre deux adultes partageant des expériences similaires. En le quittant, je me suis sentie plus légère. Cédric était la preuve qu'une autre vie était possible, une vie sans drame, sans manipulation, sans hiérarchie affective. Cette bouffée d'oxygène a été de courte durée. La semaine suivante, j'ai été convoquée par le proviseur du collège. Pas en tant que professeur, mais en tant que mère. Madame Fournier, a commencé Monsieur Grimaud, un homme à l'air sévère mais juste. Je suis un peu inquiet pour Léa. Mon cœur s'est serré. Il y a un problème ? Ses notes ont chuté de manière significative ce trimestre. Elle qui était une excellente élève. Et plusieurs de ses professeurs m'ont signalé qu'elle était distante, agressive parfois. Elle semble malheureuse. Les mots du proviseur ont eu l'effet d'un coup de poing. Je savais que Léa vivait mal la situation, mais je n'avais pas mesuré l'ampleur des dégâts. Ma fille, ma brillante et sensible Léa, était en train de sombrer, et c'était de ma faute. J'avais échoué à la protéger. En sortant du bureau, ma décision était prise. Ce n'était plus une question de moi. C'était une question de semaine. Je devais nous sortir de là avant que cette maison n'avale mes filles tout entières. Le germe de la rébellion était devenu un arbre, et ses racines puisaient leur force dans l'amour féroce que je portais à mes enfants. Le plan diabolique s'est tramé dans mon dos, probablement autour d'une tasse de thé, dans le confort du salon que j'évitais désormais. L'instigatrice était sans doute Sophie. Je pouvais presque l'entendre, de sa voix mielleuse. « Martine, mon petit Léo commence à vouloir bouger. Le parc dans le salon, ce n'est pas idéal. Il lui faudrait sa propre chambre, un espace calme et sain pour son développement. Un bébé, surtout un bébé de la stature du prince Léo, ne pouvait décemment pas grandir dans un bureau reconverti. Il lui fallait un royaume à sa mesure. Et quelle était la plus belle pièce de la maison, la plus grande chambre après celle des maîtres ? La mienne. Notre chambre. Mon ancien refuge d'adolescente, devenu le sanctuaire de mes filles et moi. La décision a dû être facile à prendre. Logique, même, pour leur esprit tordu. Léa et Manon étaient grandes, après tout. Elles pouvaient s'adapter. Un bébé, lui, avait des besoins prioritaires. L'exécution a eu lieu un mardi. Un de ces mardis gris et pluvieux de novembre, où je passais la journée au collège, enchaînant les cours et les corrections. Pendant que j'expliquais la Révolution française à des élèves de 4e, une autre révolution, bien plus personnelle et brutale, se déroulait chez moi.
Mon père et Julien ont été les bras armés de l'opération. Je les imagine, suant et pestant, déplaçant les lits de mes filles, leurs bureaux où elles faisaient leurs devoirs, leur petite bibliothèque remplie de leurs trésors. Ils n'ont pas simplement déplacé les meubles. Ils ont procédé à une expulsion. Une déportation. Leur destination ? La cave. Ce n'était pas un sous-sol aménagé, comme on en voit dans les magazines de décoration. C'était une vraie cave à la française, un endroit où l'on stocke le vin et les vieilles confitures. Le sol était en terre battue inégale, les murs en pierre suintaient l'humidité, et l'air y était glacial, imprégné d'une odeur tenace de moisie et de poussière. La seule lumière provenait d'un soupirail minuscule, une fente grillagée au ras du sol du jardin, qui laissait passer plus d'araignées que de clarté. C'est là, dans cette crypte humide et sombre, qu'ils ont jeté les affaires de mes enfants. Ils ont posé les matelas à même de vieilles palettes de bois pour les isoler vaguement du sol. Ils ont entassé les vêtements dans un coin, les livres dans un autre. Ils ont créé une sorte de camp de réfugiés sordides, un bidonville au cœur de la maison familiale. Pendant ce temps, à l'étage, l'opération Tabula Rasa était en marche. La chambre lilas de mon adolescence, le refuge de notre deuil, était en train d'être effacée. Ils ont arraché les posters que Léa avait punaisés au mur, décroché les dessins de Manon. Puis, ils ont sorti les rouleaux et les pots de peinture. Du bleu pastel. Une couleur douce et innocente pour le futur roi. La justification, je l'ai apprise plus tard, était d'une logique implacable. Ma mère l'a servie à qui voulait l'entendre, et probablement à elle-même pour apaiser sa conscience inexistante. Léa et Manon sont grandes, elles peuvent s'adapter. Un bébé a besoin de confort et de propreté. Et puis, la cave, c'est amusant, non? Ça fait comme une cabane. Une cabane. Ils avaient transformé une humiliation, une mise au ban, en un jeu d'enfant. Ils avaient non seulement chassé mes filles de leur chambre, mais ils leur déniaient jusqu'au droit de souffrir de cette injustice. Ils repeignaient les murs de leur cruauté avec les couleurs de la bienveillance. Ce jour-là, ils n'ont pas seulement vidé une chambre. Ils ont vidé mon cœur de toute illusion, de toute affection filiale. Ils ont signé, avec chaque coup de pinceau, l'acte de décès de notre famille. Et moi, ignorant tout cela, je rentrais chez moi, fatiguée, en pensant seulement au dîner que j'allais devoir préparer. Je ne savais pas que le vrai poison n'était pas dans la nourriture, mais dans les murs mêmes de cette maison. Je suis rentrée vers 18h30, épuisée par ma journée. La pluie fine et glaciale n'avait pas cessé, et je n'aspirais qu'à une chose, m'enfermer dans notre chambre avec mes filles et une tasse de thé chaud. En poussant la porte d'entrée, un silence anormal m'a accueilli. D'habitude, à cette heure-ci, j'entendais le bruit de la télévision ou les éclats de voix de ma mère. Là, rien. J'ai trouvé Léa et Manon assises sur la dernière marche de l'escalier, blotties l'une contre l'autre comme deux oisillons tombés du nid. Leurs visages étaient fermés, leurs yeux rouges et gonflés. Elles portaient encore leur manteau, comme si elles refusaient d'entrer plus avant dans la maison. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, mon cœur se serrant instantanément. « Pourquoi vous restez là ?» Léa a levé vers moi un regard chargé d'une colère et d'une tristesse infinie. « Demande-leur, a-t-elle craché, la voix rauque. Manon, elle, s'est jetée dans mes bras en sanglotant. « Maman, notre chambre, ils ont tout pris. » Je n'ai pas tout de suite compris. J'ai caressé les cheveux de Manon, essayant de la calmer, tout en cherchant des yeux une explication. Mon regard a croisé celui de ma mère, qui sortait de la cuisine, l'air faussement affairé. « Ah, te voilà, Chloé. Nous avons fait quelques aménagements. » « Quels aménagements ?» ai-je demandé, ma voix déjà tendue. « Où sont nos affaires ?» Ma mère a évité mon regard. « Nous avons pensé qu'il serait mieux que Léo ait une vraie chambre. Alors, nous vous avons installé en bas. » « C'est très bien, vous verrez. »« En bas où ?»« À la cave. » Le mot a claqué dans le silence du couloir. La cave. J'ai lâché Manon et j'ai descendu les quelques marches qui menaient à la porte de la cave. Une odeur de terre humide et de renfermé m'a saisi à la gorge. J'ai appuyé sur l'interrupteur. Une ampoule nue, au bout d'un fil poussiéreux, a jeté une lumière blafarde sur une scène d'apocalypse. Leur lit, ou plutôt leur matelas, gisait sur des palettes.
Leur bureau était poussé contre un mur suintant, à côté d'une pile de vieux pneus. Leurs vêtements, sortis de l'armoire, formaient un tas informe sur une bâche en plastique. Et là, sur l'oreiller de Manon, une grosse araignée noire et velue tissait tranquillement sa toile. La vue de cette araignée a été le détonateur. L'image de ma fille asthmatique, dormant dans ce trou humide et malsain, à la merci des bestioles et du froid, a fait exploser quelque chose en moi. Une rage pure, primale, a submergé le chagrin et la résignation. Je suis remontée, 4 à 4. J'ai traversé le couloir comme une furie et j'ai déboulé dans le salon. Ils étaient tous là. Ma mère, mon père lisant son journal, Julien et Sophie admirant leur bébé qui dormait paisiblement dans son transat. Une parfaite petite carte postale de famille. Vous êtes des monstres, ai-je hurlé. Le mot est sorti de mes entrailles, si fort qu'il a fait sursauter tout le monde. Le bébé s'est mis à pleurer. Mon père a baissé son journal, le visage congestionné. Comment oses-tu crier comme ça? Tu as réveillé le petit. Le petit, ai-je répété, la voix blanche de fureur. Le petit? Et mes filles, alors? Mes filles que vous avez jetées à la cave comme des chiens. Vous avez vu l'endroit où vous les avez mises? Il y a de la moisissure sur les murs. C'est glacial et humide. Manon est asthmatique, bon sang. Ne sois pas si dramatique, a ricané Julien. On a mis des palettes. Et puis ça leur forgera le caractère. Le caractère? J'ai fait un pas vers lui, tremblante de la tête aux pieds. Tu veux parler de caractère, toi qui n'as jamais rien fait sans l'argent de papa et maman? C'est mon père qui s'est levé, menaçant. Ça suffit, Chloé. Tu es sous notre toit, tu nous dois le respect. Tu devrais nous remercier d'avoir un toit sur la tête. Cette phrase. La phrase de trop. La phrase qui justifiait toutes les humiliations. J'ai arrêté de trembler. Un calme étrange, terrifiant, m'a envahi. La colère s'est transformée en une certitude de glace. J'ai reculé d'un pas, et mon regard a balayé leur visage, mon père, autoritaire et injuste, ma mère, lâche et cruelle, mon frère, arrogant et égoïste, ma belle-sœur, snob et méprisante. J'ai vu le tribunal de ma vie, et ils m'avaient tous déclaré coupable. Coupable d'être veuve, d'être moins riche, d'exister. J'ai tourné les talons et je suis retournée dans le couloir, où mes filles attendaient, pétrifiées. J'ai posé une main sur chaque épaule. J'ai plongé mon regard dans le leur. Et, avec un sourire qui n'a jamais dû atteindre mes yeux, un sourire qui était une déclaration de guerre, je leur ai dit les mots qui allaient tout changer. Les filles, préparez vos sacs. Mes filles m'ont regardé, leurs yeux passant de la peur à l'incompréhension. Préparer nos sacs? Pour aller où, maman? A murmuré Manon. Ailleurs, ai-je simplement répondu, ma voix étonnamment stable. Prenez juste le nécessaire. Vos chargeurs, quelques vêtements, vos affaires les plus précieuses. On part. Mon père m'avait suivi dans le couloir, le visage toujours empourpré. Arrête ta comédie, Chloé. Personne ne part nulle part. Tu vas te calmer et on va discuter. Il n'y a plus rien à discuter, ai-je dit sans même le regarder, guidant mes filles vers l'escalier. Vous avez pris votre décision, je prends la mienne. Le reste de la famille avait rejoint mon père, formant une sorte de bloc hostile à l'entrée du salon. Mais enfin, tu es complètement hystérique, a lancé Sophie, avec un dédain qui ne cherchait même plus à se cacher. Tu ne vas pas mettre tes filles à la rue en pleine nuit pour une histoire de chambre. Ce n'est pas une histoire de chambre, ai-je articulé lentement, en me tournant vers eux. C'est une histoire de dignité. Une chose que vous avez décidé que mes enfants et moi ne méritions pas. C'est ridicule, a ricané Julien, croisant les bras sur son torse. Tu bluffes. Tu vas aller où, hein? Tu n'as pas un sou. Tu vas finir dans un foyer. Son mépris était si palpable, sa certitude de ma dépendance si absolue, que cela m'a donné la force finale. C'était le moment. Le moment de détruire leur récit, leur perception de moi comme une pauvre veuve éplorée et impuissante. J'ai laissé un long silence s'installer, savourant leur arrogance. Puis, j'ai répondu, ma voix tranchante comme du verre pilé. C'est drôle que tu demandes. Parce que vois-tu,
Pendant que vous étiez occupé à jouer à la famille parfaite et à me traiter comme votre paillasson, j'étais occupé à préparer notre avenir. J'ai signé le bail pour un appartement en centre-ville la semaine dernière. Le silence qui a suivi cette phrase a été l'un des plus satisfaisants de toute ma vie. Un silence de mort, total, où l'on aurait pu entendre une mouche voler. Leurs visages se sont décomposés, passant de l'arrogance à la stupeur la plus complète. Mon père a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Ma mère a porté la main à son cœur, comme si je venais de la frapper. Tu mens, a-t-elle finalement balbutié. Pourquoi mentirais-je, ai-je demandé avec un calme olympien. C'est un T3, très lumineux. Pas très grand, mais il sera à nous. Le bail commence dans une semaine. J'avais prévu de vous l'annoncer poliment, de vous donner un préavis. Mais vous avez décidé d'accélérer les choses. Alors merci, finalement. Vous m'avez rendu service. La panique a remplacé la stupeur. Ma mère s'est avancée, changeant complètement de tactique, le visage soudain baigné de larmes de crocodile. Chloé, ma chérie, ne fais pas ça. On peut en discuter. On peut tout remettre comme avant. On ne pensait pas à mal. Trop tard, ai-je coupé, sèchement. L'heure des discussions est passée. J'ai grimpé les escaliers pour aider mes filles. Elles avaient compris que ce n'était pas un bluff et s'activaient, sortant leur sac à dos, y jetant à la hâte leurs livres préférés, leurs consoles, les quelques photos et babioles qui constituaient leur univers. Je les ai aidées, le cœur battant la chamade mais l'esprit étrangement clair. Chaque objet que nous mettions dans les sacs était un pas de plus vers la liberté. Quand nous sommes redescendus, la maison était toujours figée dans cette atmosphère de crise. Il n'avait pas bougé. Vous ne pouvez pas partir comme ça, a dit mon père, sa voix ayant perdu de son assurance. Il pleut. Où allez-vous dormir ce soir? Ce n'est plus votre problème, ai-je répondu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Aline. Allô, Aline? C'est moi. Dis, ton offre pour le canapé l'y tient toujours? Oui, pour ce soir. Parfait. On arrive dans 20 minutes. J'ai raccroché sous leurs regards ébahis. J'avais un plan. J'avais des alliés. Je n'étais pas seule. Nous avons enfilé nos chaussures, pris nos sacs. En passant devant eux pour atteindre la porte d'entrée, j'ai senti leur défaite. Ils avaient perdu le contrôle. Le pouvoir avait changé de main. Si tu franchis cette porte, a menacé mon père dans un dernier sursaut d'autorité, n'espère pas revenir en rampant. Je me suis arrêtée, la main sur la poignée. Je me suis retournée une dernière fois et je l'ai regardé droit dans les yeux. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. Je n'ai aucune intention de ramper. Ni de revenir. Et nous sommes sortis dans la nuit pluvieuse, laissant derrière nous la chaleur étouffante de la maison et le silence assourdissant de leur défaite. Dans la voiture, Manon pleurait doucement, mais Léa, à côté de moi, avait un petit sourire aux lèvres. C'était un sourire de soulagement. Un sourire de victoire. La première nuit chez Aline a eu le goût étrange de la liberté. Son petit appartement sentait l'encens et les vieux livres, un parfum de bohème qui contrastait violemment avec l'odeur de cire et de renfermé de la maison de mes parents. Aline nous a accueillis sans poser de questions, nous préparant un chocolat chaud et installant des matelas dans son salon. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu mes filles se détendre. Elles ont chuchoté et ri sous la couette, retrouvant une complicité que la tension permanente avait étouffée. En les regardant, épuisée mais sereine, j'ai su que j'avais pris la seule bonne décision. Le lendemain, la guerre logistique a commencé. J'ai posé une journée de congé. Il fallait récupérer le reste de nos affaires. L'idée de retourner dans cette maison me donnait la nausée, mais c'était une étape nécessaire. Je ne voulais pas y aller seule. J'ai appelé Cédric. Je ne sais pas ce qui m'a pris, peut-être le souvenir de sa gentillesse, de sa normalité. Je lui ai expliqué la situation de manière concise, sans m'apitoyer. Je suis devant chez vous dans 1 heure, a-t-il répondu sans hésiter. J'ai mon fourgon. Son aide a été une bénédiction. Il est arrivé avec des cartons vides et un thermos de café. Sa présence calme et solide a agi comme un bouclier. Quand nous sommes arrivés chez mes parents, l'ambiance était glaciale. Ils étaient là, mais ils nous ont à peine adressé la parole,
nous regardant vider notre ancienne chambre et la cave avec des airs de martyrs. Cédric, imperturbable, a transporté les meubles et les cartons avec une efficacité tranquille, ignorant leurs regards hostiles. En moins de 3 heures, notre vie était entassée dans son fourgon. Notre nouvel appartement était notre terre promise. Plus petit, certes, mais chaque pièce était baignée de lumière. Depuis le balcon, on voyait les toits de la ville. C'était un nouveau départ. Les filles se sont immédiatement approprié les lieux, se disputant pour savoir qui aurait la chambre avec la meilleure vue, choisissant la couleur des murs. Voir leur enthousiasme, leur joie de pouvoir enfin respirer, était ma plus belle récompense. Pendant ce temps, mon téléphone était devenu un champ de bataille. Ma mère m'inondait de messages, passant des supplications larmoyantes aux accusations pleines de culpabilité. Je lisais les messages, le cœur lourd mais la résolution intacte. Je ne répondais pas. Le silence était ma seule arme contre sa manipulation. C'est une semaine plus tard que l'appel est arrivé. Un soir, alors que nous montions une étagère IKEA dans le salon au milieu des rires, mon téléphone a sonné. C'était un numéro masqué. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Allô? Chloé? C'est Isabelle. La voix de ma tante était un murmure fragile, chargé de peur. Tante Isabelle? Comment vas-tu? Chut. Je ne devrais pas t'appeler. Bernard me tuerait. Mais je ne peux pas. Je ne dors plus, Chloé. Elle a pris une inspiration tremblante. Il faut que tu saches. Ce n'est pas juste une question de méchanceté. C'est autre chose. L'argent. L'argent? Oui. J'ai entendu une conversation, l'autre jour, par accident. Julien, il est dans le pétrin. Son projet de villa, c'est bien plus cher que prévu. Il a convaincu ton père de prendre une deuxième hypothèque sur la maison pour le financer. J'ai senti un froid glacial m'envahir. Une deuxième hypothèque? Oui. Bernard pense que la maison lui appartient entièrement, il peut en faire ce qu'il veut. Mais je me souviens, ton grand-père, mon père, il t'adorait. Il disait toujours qu'il voulait te protéger, que cette maison, c'était aussi ton héritage. Il a dû faire quelque chose, un papier, un testament. Je ne sais pas. Mais cherche, Chloé. S'il te plaît, cherche dans ces vieux papiers. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'appel s'est terminé aussi brusquement qu'il avait commencé. Je suis resté figé, le téléphone à la main. Une hypothèque. Pour financer la villa de mon frère. Avec la maison de mon grand-père. La maison où j'avais grandi. La colère a de nouveau grondé, mais cette fois, elle était différente. Elle était précise, ciblée. Ma tante venait de me donner plus qu'une information. Elle venait de me donner une piste. Une arme. Le souvenir de Madame Dubois, la voisine, m'est revenu. Elle qui voyait tout, entendait tout. Et le nom de son fils, Maître Dubois, le notaire du centre-ville. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans mon esprit. Ce n'était plus seulement une affaire de famille. C'était devenu une affaire de droit. Et j'allais découvrir la vérité. Le lendemain de l'appel de ma tante, j'ai agi. La Chloé hésitante et résignée avait définitivement disparu, remplacée par une stratège. En tant que professeur d'histoire, je savais que les batailles ne se gagnaient pas seulement avec de la fureur, mais avec des informations, des alliances et un plan solide. Ma tante Isabelle m'avait donné l'information cruciale. Mon plan était désormais de la vérifier et de la transformer en une arme légale. Je n'ai pas cherché au hasard dans de vieux cartons. Cela aurait été long et incertain. Je suis allé droit au but. J'ai cherché le numéro de l'étude de Maître Dubois, le fils de ma voisine, dans l'annuaire. Prendre ce rendez-vous a été un acte de défi. C'était la première fois de ma vie que je consultais un homme de loi pour une affaire personnelle, et ce simple fait me donnait un sentiment de puissance vertigineux. Je me suis assise dans son bureau sobre, au mur tapissé de livres reliés en cuir. Maître Dubois était un homme d'une 50aine d'années, avec le regard calme et analytique de ceux qui ont l'habitude de démêler les situations les plus complexes. Il se souvenait de moi, de mon enfance dans le quartier. « Alors, Chloé, que puis-je faire pour vous » a-t-il demandé avec une bienveillance professionnelle. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai raconté toute l'histoire.
Pas les détails émotionnels, pas les humiliations, mais les faits. Mon retour chez mes parents, l'arrivée de mon frère, et surtout, la conversation que ma tante avait surprise au sujet d'une seconde hypothèque contractée par mon père pour financer la villa de mon frère. J'ai terminé par les mots de ma tante, « Ton grand-père voulait te protéger ». Maître Dubois m'a écouté attentivement, sans m'interrompre, prenant quelques notes. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant, ses doigts pianotant sur son bureau. « Votre grand-père, Jean, était un homme très prévoyant, a-t-il finalement dit. Et votre tante a une excellente mémoire. Je me souviens très bien de la succession. C'était il y a presque 20 ans, mais certains dossiers vous marquent. » Il s'est levé et s'est dirigé vers une immense armoire métallique. « Laissez-moi vérifier quelque chose. Avec les informations que vous me donnez, je peux faire une demande de renseignement officiel au service de la publicité foncière. C'est l'organisme qui enregistre tous les actes de propriété et les hypothèques. Nous aurons une réponse claire et nette. » L'attente a duré 3 jours. 3 jours pendant lesquels j'ai vécu dans une sorte de brouillard, oscillant entre l'espoir fou et la peur d'avoir tout imaginé. Et si ma tante s'était trompée? Et si mon grand-père n'avait rien fait de spécial? Je redeviendrais alors simplement la fille ingrate qui avait claqué la porte. Le vendredi après-midi, le téléphone a sonné. C'était Maître Dubois. « Chloé. J'ai reçu les documents. Pouvez-vous passer à mon bureau ?» Son ton était neutre, mais j'ai décelé une nuance qui a fait battre mon cœur plus vite. Je me suis assise à nouveau en face de lui. Il avait un dossier posé devant lui. « Alors voilà, a-t-il commencé en ouvrant le dossier. La situation est encore plus claire que ce que votre tante imaginait. Il a tourné un document vers moi. Comme vous pouvez le voir, la maison n'appartient pas en pleine propriété à vos parents. Elle est en indivision. C'est un régime juridique où plusieurs personnes sont propriétaires d'un même bien. » Il a pointé une ligne du doigt. « Votre grand-père a légué la maison à ses 2 enfants, votre père Bernard et votre tante Isabelle, mais avec une clause très spécifique. Il a également légué une partie à ses petits-enfants existants au moment de son décès. C'était vous. Légalement, Chloé, vous êtes propriétaire d'un tiers de cette maison depuis 20 ans. » J'ai eu le souffle coupé. Un tiers. J'étais propriétaire. Mais, ils ne me l'ont jamais dit. J'imagine que non, a dit le notaire avec un léger sourire ironique. Mais ce n'est pas tout. Il a sorti un autre document. Ceci est la confirmation de la seconde hypothèque que votre père a contractée il y a 3 mois. Et c'est là que les choses deviennent très intéressantes. En régime d'indivision, la règle est claire, aucune décision importante, comme le fait d'hypothéquer le bien, ne peut être prise sans l'accord unanime de tous les propriétaires. Cet acte, Chloé, a été signé uniquement par votre père et votre mère. Votre signature n'y figure pas. Celle de votre tante non plus. Légalement, cette hypothèque est contestable. On peut même dire qu'elle frôle l'illégalité. Il n'avait pas le droit de faire ça sans votre consentement. Je suis restée silencieuse, assimilant la portée de ses paroles. Ce n'était plus une simple dispute de famille. C'était une faute. Une faute légale. J'avais des droits. Des droits qu'ils avaient bafoués, ignorés, peut-être délibérément cachés. Ma tante ne m'avait pas seulement donné une piste. Mon grand-père ne m'avait pas seulement laissé une part d'héritage. Il m'avait donné une épée. Et j'avais bien l'intention de m'en servir. Forte de ma nouvelle arme, je n'ai pas agi dans la précipitation. J'ai laissé passer une semaine, le temps que la nouvelle décante et que ma stratégie se précise. Je ne voulais pas d'une vengeance mesquine et bruyante. Je voulais une justice froide, clinique, contestable. Une démonstration de force qui ne laisserait aucune place à l'interprétation ou à la manipulation émotionnelle. L'occasion parfaite s'est présentée d'elle-même. Le dimanche suivant, mon père m'a appelé. Sa voix était autoritaire, comme si rien ne s'était passé. « Chloé, il faut qu'on parle. Ta mère est malade d'inquiétude. Tu vas venir à la maison cet après-midi, et on va mettre les choses à plat une bonne fois pour toutes. » C'était une convocation, pas une invitation. Il voulait me faire mon procès, me culpabiliser, me forcer à admettre mes torts pour pouvoir ensuite, peut-être, me pardonner magnanimement.
Il ne se doutait pas que les rôles de juge et d'accusé étaient sur le point de s'inverser. D'accord, ai-je répondu d'une voix neutre. Je serai là à 15 heures. Viens seul, a-t-il ajouté. C'est une affaire de famille. Bien sûr, ai-je menti sans hésiter. J'ai immédiatement appelé Maître Dubois. Ils veulent me voir cet après-midi. Le piège est tendu. Excellent, a-t-il répondu. Je serai votre affaire de famille. Je vous retrouve là-bas. À 15 heures précises, j'ai sonné à la porte de la maison de mon enfance. Mon père a ouvert. En voyant Maître Dubois à côté de moi, son visage s'est figé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'avais dit de venir seul. Maître Dubois fait partie de la famille maintenant, ai-je répondu en entrant, sans attendre son autorisation. Nous les avons trouvés tous les quatre dans le salon, installés comme pour un tribunal. Julien, Sophie, mes parents. Ils avaient préparé leur offensive. Mon arrivée flanquée d'un notaire a fait l'effet d'une grenade dégoupillée. Bonjour, a dit Maître Dubois d'un ton aimable qui contrastait avec la tension électrique de la pièce. Je crois qu'une petite mise au point s'impose. Je me suis assise, et j'ai laissé mon avocat prendre la parole. C'était un spectacle fascinant. Il n'a élevé la voix à aucun moment. D'un ton professoral, calme et implacable, il a exposé les faits. Il a été porté à ma connaissance, a-t-il commencé en sortant des documents de sa mallette, que certains doutes subsistaient quant au statut de propriété de cette maison. J'ai donc pris la liberté de faire quelques vérifications. Il a détaillé le régime de l'indivision, expliquant que j'étais propriétaire d'un tiers du bien. À chaque mot, je voyais la couleur quitter le visage de mon père. Julien, lui, commençait à s'agiter sur sa chaise. C'est absurde, a-t-il tenté de couper. Cette maison est à mes parents. Légalement, non, a corrigé Maître Dubois sans se départir de son calme. Elle est à votre père, à votre tante Isabelle, et à votre sœur, Chloé. Ce qui m'amène au second point. Il a sorti la copie de l'acte d'hypothèque. Il s'avère qu'une hypothèque de plusieurs centaines de milliers d'euros a été souscrite sur ce bien il y a quelques mois. Or, comme je viens de l'expliquer, un tel acte requiert l'unanimité des propriétaires. La signature de ma cliente, Madame Chloé Fournier, n'apparaît nulle part. Cet acte est donc, au mieux, irrégulier, au pire, frauduleux. Sophie a poussé un petit cri étranglé. Julien était livide. Et alors, a-t-il craché, essayant de sauver la face. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Oh, mais cela nous fait beaucoup de choses, a continué le notaire, savourant clairement son effet. Voyez-vous, en tant que copropriétaire lésé, ma cliente a tout à fait le droit de contester cet acte. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait. J'ai informé la banque prêteuse de l'irrégularité de la procédure. En conséquence, et en attendant une clarification juridique qui pourrait prendre des mois, voire des années, la banque a pris une mesure conservatoire. Elle a décidé de geler le prêt. Il a marqué une pause, laissant ses mots infusés dans le silence glacial. Puis il a porté le coup de grâce, en regardant directement mon frère. Le financement de votre villa à Aix-en-Provence, monsieur Julien, est donc suspendu. Indéfiniment. Ce fut comme si le monde s'arrêtait. Julien a ouvert la bouche, le souffle coupé, comme un poisson hors de l'eau. Sophie l'a regardé, non plus avec admiration, mais avec une horreur pure, comme si elle découvrait qu'elle avait épousé un imposteur. Mon père, lui, s'est affaissé dans son fauteuil, soudain vieilli de 10 ans. Il a posé sa tête dans ses mains, vaincu. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Je les ai simplement regardés, observant leur monde de certitude, leur château de cartes bâti sur l'injustice et l'arrogance, s'effondrer sous leurs yeux. Le piège s'était refermé. Et c'était eux, cette fois, qui étaient pris à l'intérieur. Les 6 mois qui ont suivi cette confrontation ont été une leçon de choses. La chute de la maison Julien a été aussi rapide que spectaculaire. Privé du financement de la banque, son projet de villa s'est effondré. Le promoteur, furieux, lui a réclamé des pénalités colossales. Son couple n'a pas survécu au naufrage financier. Sophie, réalisant que le prince charmant était en réalité un bouffon sans le sou de ses parents, a demandé le divorce et est repartie à Paris avec Léo, laissant Julien seul avec ses dettes et son ego en miettes.
Pour sauver ce qui pouvait l'être et éviter un scandale juridique, ma famille n'a eu d'autre choix que d'accepter la proposition de Maître Dubois, ils devaient me verser la valeur de mon tiers de propriété. En d'autres termes, ils ont été contraints de racheter la part de la fille qu'ils avaient méprisée. Pour ce faire, mon père a dû vendre un portefeuille d'actions qu'il gardait précieusement pour sa retraite. C'était une humiliation financière et symbolique, une reconnaissance amère et coûteuse de leur faute. Avec l'argent que j'ai reçu, une somme considérable qui a changé ma vie, j'ai immédiatement acheté un appartement. Pas une location, cette fois. Un achat. Un T4 lumineux dans un quartier calme, avec un petit balcon où j'ai installé des jardinières. C'était à moi. À nous. Le mot « propriétaire » avait une saveur nouvelle, celle de la sécurité et de la victoire. Un jour, mon père est venu me voir. Il a sonné, et je l'ai fait entrer. Il semblait plus petit, moins imposant. Il a regardé l'appartement, les murs que nous commencions à peindre, les rires des filles qui fusaient depuis leur chambre. Il ne s'est pas excusé. Ce n'était pas son genre. Mais il a regardé par la fenêtre, le dos tourné, et a dit d'une voix rauque, « Ton grand-père aurait été fier de toi. » Il a marqué une pause. Moi, j'ai été un imbécile. C'était tout. Mais venant de lui, c'était plus qu'un discours. C'était une capitulation. Une reconnaissance. J'ai hoché la tête, acceptant cette paix fragile. L'histoire se termine ici, ou plutôt, elle commence ici. Elle commence un samedi après-midi, dans notre nouvel appartement. L'odeur de la peinture fraîche flotte dans l'air. Léa et Manon, pinceau à la main, rient aux éclats en se barbouillant le nez de couleur lavande. Je les regarde, le cœur débordant d'un sentiment de plénitude si intense qu'il en est presque douloureux. Nous avons traversé la tempête. Nous avons affronté les monstres, et nous avons gagné. J'ai appris que la famille n'est pas toujours un refuge, mais que l'on peut s'en construire un. J'ai appris que le silence peut être une prison, mais que la parole, juste et au bon moment, peut être une arme de libération. En regardant mes filles, si fortes, si résilientes, je sais que je leur ai transmis la leçon la plus importante. Pas celle de la Révolution française, mais la leur, celle qui enseigne qu'il ne faut jamais laisser personne définir votre valeur. Qu'il faut se battre pour sa dignité. Et que le véritable foyer n'est pas un lieu fait de briques et de mortier, mais un espace où l'on peut enfin respirer, librement et sans crainte. Nous n'avions pas seulement trouvé un toit. Nous l'avions bâti de nos propres mains, avec les matériaux les plus solides qui soient, le respect, l'amour et le courage.